Bienvenue sur votre émission. Nous sommes au début du mois de mai 2025 et comme vous le savez, au début de chaque mois, nous faisons appel à des experts pour débattre d'un sujet en lien avec la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, au Sahel et en Afrique en général. Pour ce mois de mai, le thème s'intitule La contribution à l'effort de guerre. Quel bilan? Depuis que les militaires au Sahel central ont pris le pouvoir, ils ont instauré des taxes allant dans le sens de pouvoir mobiliser des ressources internes pour financer la guerre face aux groupes armés non étatiques qui sévissent au Sahel central. Le Burkina Faso est le cas le plus emblématique avec des taxes instaurées sur beaucoup de biens. Quel bilan peut-on faire? Nous avons en ligne pour en discuter Oumarou Yaro. Il nous parle du Burkina Faso. Vous êtes expert en gestion de la performance sociale et financière et analyste des questions de gouvernance économique et sociale. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Je suis également en ligne avec Oumarou Ambali Dodo. Il est macroéconomiste nigérien. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre, Monsieur Dodo, chers auditeurs. Merci également à vous d'être au rendez-vous. Dans le Sahel vous parvient avec le soutien de la fondation Open Society. Le Burkina Faso, comme je le disais, est le cas le plus emblématique. Le cas le plus emblématique est là. Je voudrais bien commencer par Oumarou Yaro pour qu'il nous dise à l'heure où on en est, quel point peut-on faire pour le dernier bilan qu'on a eu, c'est que la somme mobilisée avoisinait les 200 milliards de francs CFA. Effectivement, il faut rappeler un peu le contexte. Et comme vous avez su bien le dire, le Burkina est harcelé de toutes parts par l'insécurité et il fallait à un moment donné trouver les moyens, comme on aime le dire. L'argent étant le nerf de la guerre, il fallait s'organiser pour une mobilisation interne des ressources. Donc, les autorités du Burkina Faso ont imaginé effectivement des scénarios pour pouvoir effectivement mobiliser ces ressources-là. Ces scénarios vont des contributions volontaires aux contributions, j'allais dire, obligées. Parce qu'au niveau des salariés, il y a un certain nombre de contributions obligatoires qui ont été instaurées au niveau de la consommation d'un certain nombre de produits. Comme vous avez si bien le dire au départ, notamment au niveau des téléphonies, au niveau de la boisson, au niveau, en tout cas, d'autres produits non essentiels, mais pour lesquels il y a effectivement beaucoup de consommateurs. Et au départ du fonds, effectivement, l'État recherchait à peu près 100 milliards pour financer le fonctionnement essentiellement des VDP, même si après on a un peu élargi. Les volontaires pour la défense de la patrie, c'est civils qui aident les militaires dans la lutte antiterroriste. Exactement. Donc les civils qui se sont effectivement organisés pour aider en tout cas le peuple, le Burkina, à se débarrasser effectivement du terrorisme. Donc je disais que l'objectif initial c'était l'État recherchait 100 milliards. Il faut se dire que ce fonds était conjoncturel, même s'il est en train de devenir de plus en plus structurel parce qu'il vient d'être renouvelé déjà 2 années de suite. Donc l'objectif initial de 100 milliards avait déjà été presque atteint à la première année de 2023. Et à l'heure où nous vous parlons, l'État a pu mobiliser plus de 300 milliards. Parce que le dernier point du premier trimestre 2025 faisait état de 33 milliards, donc ce qui donne un cumul qui avoisine les 300 milliards, donc au-delà même des attentes. Il faut préciser aussi que les besoins sont allés crescendo parce que on pensait qu'en une année, 2 années, on allait venir effectivement à bout du terrorisme. Et finalement, on s'est rendu compte que ce terrorisme-là avait l'oreille dure. C'est pourquoi je parle de contribution qui risque de passer du conjoncturel au structurel. Et un autre élément dans votre introduction, au Burkina, il y a un changement de philosophie. On ne parle plus du fonds de soutien à la guerre, mais c'est du fonds de soutien à la paix. Ce changement est dû au fait que
on est en train de faire la guerre pour pouvoir retrouver effectivement la paix. Du côté du Niger, après la prise de pouvoir par le général Abdourahmane Tiani, le pays a également créé des taxes sur un certain nombre de produits. À l'heure où nous sommes, quel regard portez-vous sur cette décision? La taxation, elle est diverse. Nous avons parlé du prélèvement de certaines taxes sur les de certaines taxes sur les appels téléphoniques, mais également sur les salaires des citoyens, donc, qui ont en grande partie librement accepté ces coupures. Alors donc, à la date d'aujourd'hui, au niveau du Fonds de solidarité, c'est plusieurs dizaines de milliards qui ont été recouvrés, et avec les bilans qui sont fournis régulièrement, cela ne fait qu'encourager les citoyens nigériens. Au quotidien, c'est des dizaines de Nigériens qui se mobilisent pour financer ce fonds de solidarité. Donc, vous voyez bien, cela a contribué à garantir non seulement la souveraineté nationale sur le plan financement de nos propres activités ou de nos propres actions budgétaires, mais également ça a permis d'assurer un certain espoir dans la lutte contre l'insécurité. Puisque vous savez que le Niger est un vaste territoire. Nous avons à peu près 8 frontières que nous partageons avec nos voisins. Et de part et d'autre, l'insécurité ne fait que, n'est-ce pas, ne fait que s'intensifier. Parce que c'est dû à des attaques de forces centrifuges. Alors, face à cela, la mobilisation des citoyens nigériens a été non seulement accélérée, mais également, elle a été également intensifiée. Donc, à la date d'aujourd'hui, on ne fait que exhorter les citoyens nigériens à redoubler d'efforts dans le financement, non seulement du budget de la défense et de la sécurité, mais également dans le financement du budget national dans sa globalité. Ce financement, aujourd'hui, oui. Nous avons dit pour la défense, a atteint un taux de plus de 167% de 2023 à 2024. D'accord. Donc, vous voyez bien que les efforts de lutte contre l'insécurité ici au Niger sont exceptionnels. Ils sont à saluer et ils sont à encourager. Et si la tendance est maintenue, mais l'autofinancement pour la lutte contre cette insécurité peut être garanti à 100%. Nous avons été rejoints entre-temps par Mamadou Sidibé. Il est du collectif Touche pas à mon argent. Bonjour Monsieur Sidibé, vous avez entendu ce qui a été fait du côté du Niger. Vous, du côté du Mali, c'est récemment que les autorités ont créé des taxes et là, ça a suscité des remous. Et vous êtes membre de ce collectif qui rejette totalement ces taxes. Dites-nous pourquoi. J'ai écouté avec intérêt, bien sûr, l'intervenant du Niger et je lui fais juste comprendre. Nous, le collectif Touche pas à mon argent, au fait, c'est pas un collectif qui se dresse, sinon qui a voulu se dresser pour se dresser en réalité. Aujourd'hui, nous savons pertinemment dans quelle situation économique difficile se trouve bien sûr le peuple malien et même l'économie malienne. De tout temps, bien évidemment, bien avant cette transition, même dans un régime normal, quand il s'est agi bien sûr de solliciter le peuple malien, ce peuple, malgré ses difficultés, s'est toujours montré à hauteur du souhait pour accompagner bien évidemment le gouvernement. Mais au regard du fait que nous sommes dans une situation exceptionnelle depuis 4 ans, sinon bientôt 5 ans, depuis 2020 qu'il y a eu le coup d'État, il y a bien sûr une crise économique assez difficile que nous vivons aujourd'hui. Deuxièmement, moi je suis purement société civile. Il m'arrive bien sûr de me battre aux côtés des gouvernants. Il m'arrive de me battre bien évidemment aux côtés de la population, mais toujours dans l'intérêt bien évidemment du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on veut bien évidemment aller vers de telles taxations, dans une situation de conjoncture, nous avons estimé en tant que société civile qu'il y avait bien évidemment des préalables à faire avant d'aller vers l'imposition. Ces préalables, c'était quoi d'abord? C'était d'abord d'expliquer le pourquoi de vouloir aller vers cette imposition.
Deuxièmement, c'était d'expliquer la nécessité d'aller bien évidemment vers cette imposition. De la prise de cette décision qui est d'abord venue comme rumeur à son application, il n'y a pas eu plus de 2 semaines, voire 3 semaines de décalage malheureusement. Et au-delà, ce qui a même quand même amené beaucoup de gens à ne pas comprendre, pendant que, bien évidemment, on parlait de cette imposition, il y a eu bien évidemment des augmentations au niveau de certains budgets comme les CNT et autres. Ça, c'est des choses que la population comprend difficilement. Donc, nous, en tant que citoyens, en tant que société civile, nous étions dans notre droit d'essayer, bien sûr, et la chose la plus importante que nous voulions même, en essayant de nous imposer, c'était d'amener l'État à créer une commission indépendante à la limite de gestion, qui aurait un regard sur la gestion de ces fonds. Je retourne à Oumarou Yaro. Dans le cas du Burkina Faso, on a vu que les autorités adoptent une démarche plutôt méthodologique. Bien sûr, on a eu la chance que les autorités du Burkina, depuis le début, ont bien tenu le taureau par les cornes. Sachant que le changement, ça prend du temps, ça prend une méthodologie. Et donc, l'accent a été vraiment mis sur la communication. Il faut se dire que la situation a été facilitée par le fait que au moment où les autorités actuelles arrivaient au pouvoir, nous avions perdu un taux assez important de notre territoire, si bien que les populations cherchaient des voies et moyens pour, en tout cas, aider le gouvernement, aider l'armée, aider les volontaires pour la défense de la patrie, effectivement, à faire reculer cette insécurité, afin de permettre, bien sûr, aux populations de retrouver la quiétude. Et dans ce sens, la phase de résistance, comme on a vu partout ailleurs, lorsqu'il s'agit de grands changements, n'a pas duré. Donc, après les petits moments de balbutiement, je pense qu'il y a une adhésion assez massive, une adhésion volontaire, accompagnant effectivement des mesures que le gouvernement a prises sur un certain nombre de produits. Donc, l'un dans l'autre, ça a facilité effectivement la communication, la compréhension. Et ajouter à cela, comme vous l'avez dit, le gouvernement fait preuve aujourd'hui de transparence dans la gestion de ces fonds. Pratiquement chaque trimestre, la situation du fonds est présentée au peuple. Disons-le comme ça, parce que les contributeurs, ce sont des Burkinabés, et ces Burkinabés-là avaient droit à l'information. Et l'autre élément qui a facilité la collecte des fonds au Burkina, c'est notre philosophie de souveraineté. Parce que, en tout cas, les autorités ont demandé à ce que les Burkinabés se prennent en charge. De toute façon, nous sommes dans un monde où on n'a de toute façon plus le choix. Quels sont les éléments que vous pouvez nous avancer qui sont visibles et qui ont été réalisés sur la base de ces fonds collectés? Le premier élément qu'on peut noter ici, c'est l'équipement des volontaires pour la défense et de la patrie. Quand vous voyez ces volontaires pour la défense de la patrie, ils sont vraiment fiers à lui. Ce qui n'était vraiment pas le cas. Vous parlez de leur paye? Oui, bien sûr. Quand on parle de prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie, c'est les carburants, les primes, l'alimentation, les questions de santé, les questions d'indemnité. Il faut se dire que l'État a même pris une politique pour indemniser les familles, en tout cas des VDP qui tombent au front. Donc, globalement, il y a beaucoup de mesures de motivation, en plus de ce fonds d'ailleurs qui ont été mises en place, que nous avons appelé des mesures de discrimination positive, qui visent effectivement à récompenser tous ceux qui sont sur le terrain à travers des quotas de postes dans l'armée, à la police, à la gendarmerie et même des fonctions civiles. Donc, toutes ces mesures mises en œuvre, mises ensemble, là, motivent effectivement les citoyens à continuer de contribuer parce qu'il faut se dire, ces VDP-là sont issus des familles et ces familles-là voient concrètement ce qui est en train de se faire, en tout cas pour leurs proches et pour tous ces gens qui se sont engagés. En plus de cela, c'est également les équipements de l'armée. L'armée classique bénéficie de ces fonds de soutien patriotique parce que c'est dans ces fonds également que certains équipements militaires sont acquis. Et là encore, quand nous prenons les grands axes, on voit effectivement comment nos militaires sont fièrement habillés. Et sans oublier que les autres corps, vous savez qu'avant, la police n'avait pas droit à un certain nombre d'équipements. Avec ce fonds qui a été mis en place, nos policiers sont déjà, les policiers, les eaux de forêt et tous les corps
paramilitaires sont assez bien équipés. C'est ce qui est visible. Et on voit que de moins en moins, il y a des plaintes liées à la prise en charge financière, à l'équipement et à tout ce qui est derrière. Et un autre aspect, c'est la prise en charge psychosociale. Aujourd'hui, le Burkina a engagé beaucoup de psychologues pour accompagner les familles, pour accompagner ceux qui sont sur le terrain, effectivement, à tenir moralement. Parce qu'il faut se dire que c'est un combat de longue haleine. Parlons maintenant du Niger, sur comment ces ressources sont utilisées. Presque chaque mois, le Fonds de solidarité fait une communication pour informer le public d'abord du niveau de mobilisation de ces ressources, mais également de l'utilisation qui en a été faite. Voilà. Certes, ailleurs, il y a certains qui s'indignent sur l'utilisation de ce fonds, mais en réalité, ici, la transparence fait en sorte que chaque individu, chaque citoyen qui souhaiterait s'informer peut se déplacer à tout moment pour avoir l'information sur place. Et de manière collective, presque chaque mois, il y a un bilan qui est fait et puis qui est publié à travers les réseaux, à travers les médias ou à travers certains canaux accessibles par les citoyens nigériens. Voilà. L'utilisation qu'on peut aussi actuellement relever, d'abord, il y a l'appui qui est accordé aux familles des militaires et autres civils endeuillés. Donc ça, c'est tout à fait normal parce que il faut d'abord appuyer ces familles-là pour la scolarisation des enfants, pour leur prise en charge sociale, etc. Et autre chose, en cas de calamité, en cas, n'est-ce pas, donc d'événements aléatoires, le fonds peut être utilisé pour apporter une aide, une assistance directe à ces familles-là qui sont exposées à des aléas très souvent qui sont récurrents ici au Niger. Voilà, sans tenir compte, n'est-ce pas, donc de la possibilité d'utiliser ce fonds dans le cadre de la sécurité et de la défense. Voilà. Alors que ailleurs, on entend beaucoup de bruit sur le manque de transparence, mais au Niger, il y a très peu de bruit dans ce sens-là. C'est certes quelques citoyens qui n'ont pas les informations du fait qu'ils n'ont pas accès, de par leur positionnement, aux canaux de distribution de ces informations. Voilà. Entre-temps, vous allez voir l'augmentation de l'enveloppe accordée à la défense et à la sécurité qui a connu ou qui est montée en flèche, qui a connu une évolution très significative. Donc, cette évolution-là est due à une forte mobilisation des ressources internes. Nous avons besoin d'abord de stabilité. Quel que soit le niveau ou la qualité d'utilisation de ce fonds, ce n'est pas une raison aujourd'hui pour remettre en cause la continuité de cette mobilisation de ressources-là à travers certaines taxes ou à travers les appels à l'endroit des citoyens pour des efforts individuels ou collectifs. Dans le Sahel, vous suivez le débat. Nous marquons une courte pause et nous revenons. De retour dans ce studio pour poursuivre notre débat du mois de mai. Nous sommes avec Oumarou Ambali Dodo. Il est macroéconomiste nigérien. Nous sommes également avec Oumarou Yaro. Il est expert en économie sociale et solidaire. Il nous parle du Burkina Faso. Et nous avons Mamadou Sidibé qui nous parle du Mali. Il est membre du collectif Touche pas à mon argent. Le thème de ce débat, c'est la contribution à l'effort de guerre. Quel bilan? Alors, avant la pause, Mamadou Sidibé, vous avez écouté les développements de Oumarou Dodo du côté du Niger et un peu plus tôt de Oumarou Yaro du côté du Burkina Faso. Et est-ce que ce sont des éléments qui changent votre perception sur les taxes qui ont été instaurées au Mali? Moi, je le dis très fièrement, il n'y a pas un peuple en Afrique de l'Ouest qui de tout temps a donné, c'est-à-dire de sa propre personne, mieux que ce peuple malien. Et il nous parle de la diaspora. Nous savons combien nous sommes un peuple, bien évidemment, naturellement, qui immigre. Ça, c'est une évidence. Il doit y avoir, bien évidemment, une transparence inégalée par rapport à la gestion de ces fonds. C'est pourquoi j'ai dit que l'État aurait dû normalement mettre en place une commission qui allait être composée, bien évidemment, des gens issus de toutes les couches socio-professionnelles. Et cette commission allait bien évidemment non seulement avoir un droit de regard sur la gestion qui est faite, parce que contrairement peut-être à ces autres pays-là,
Nous, notre fonds est logé à la présidence et non bien évidemment au trésor public. Je ne sais pas si au Niger c'est logé à la présidence également ou au Burkina, mais au Mali, notre fonds est logé à la présidence. C'est pourquoi moi, j'aurais quand même souhaité qu'il y ait une vision haute autour de ces fonds-là que ce que nous voyons présentement. Deuxièmement, qu'il y ait, comme au Niger et au Burkina, aussi, bien évidemment, c'est-à-dire une communication extraordinaire autour de la gestion des fonds. Mais contrairement au Niger et au Burkina, nous, notre taux d'imposition ici au Mali, je ne sais pas chez eux c'est à combien, mais la population a trouvé quand même que les taux d'imposition étaient quand même très, très élevés. C'est aussi à ce niveau, malheureusement. Parce que pour les achats de crédits et de forfaits, nous sommes à 10%. Donc, s'il y avait eu bien évidemment une communication, si les acteurs avaient été associés en amont, pour qu'ensemble on voie, en fonction aujourd'hui des ressources dont dispose la population, quel taux réellement on peut imposer sans impacter la population malienne. Moi, je vous assure que si ce travail-là avait été fait, personne au Mali, pas au Mali seulement, personne, aucun Malien ne se serait permis vraiment pour dire quoi que ce soit. Mais à partir du moment où les gens ont trouvé que les taux étaient très élevés et qu'il y avait eu une imposition sans communication préalable, nous sommes des citoyens aussi. Nous avons des droits et des devoirs. Nous devons aider l'État, c'est une réalité. Nous payons déjà des taxes avec l'électricité, avec l'eau. Donc déjà, il y a des impositions à d'autres niveaux. Mais je fais toujours comprendre aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, ce n'est pas ces impositions-là, en réalité, dans une situation de crise économique, qui vont malheureusement apporter une plus-value. Nous devons aujourd'hui de chercher les voies et moyens, parce qu'on parle d'imposition. Donc, j'essaye de dire qu'est-ce qui nous a amené vers l'imposition et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on en sorte. Sans investissement dans un pays, monsieur le journaliste, il serait difficile, 1000 fois difficile, de faire régénérer les ressources. Oumarou Ambali Dodo, au Mali, de votre point de vue d'économiste, est-ce que il faut recourir au style de communication comme c'est fait au Burkina Faso et au Niger pour pouvoir rassurer les populations, les Maliens comme Mamadou Sidibé? Oui, en tout cas, moi j'ai fait un appel à mes frères maliens, surtout les acteurs de la société civile, puisque moi j'ai été acteur de la société civile, j'ai été leader politique. Aujourd'hui, je suis un combattant patriotique, à accepter les sacrifices, à accepter tous les efforts nécessaires. Les Maliens sont des braves, hein, l'histoire l'a montré. Donc, à accepter tous les sacrifices nécessaires pour pouvoir soutenir dans la stabilité et la sérénité leur armée afin de stabiliser le cadre sociopolitique. C'est ça, en réalité, le lieu de tous les problèmes sahéliens. L'instabilité sociopolitique chronique que nous avons connue et qui nous a été même imposée, parce que c'est la guerre que nous vivons, c'est une guerre imposée. Donc, nous avons le choix entre un sacrifice d'une partie de nos revenus et d'une partie de notre vie, et puis un sacrifice suite à des balles de terrorisme. Moi, je pense bien que face à ce choix-là, je crois bien la réponse est claire. Donc, c'est là pour la raison pour laquelle la société civile nigérienne, aujourd'hui, a transcendé ce niveau de réflexion et de débat. Elle a accepté un sacrifice absolu pour que la défense de la souveraineté soit totale. Et c'est ça l'avantage du Niger et du Burkina. Et c'est cet avantage-là que le Mali en a bénéficié du début jusqu'à une date récente. Alors, actuellement, quand vous prenez mon frère malien qui parlait de la guerre, non. Je n'ai pas dit qu'on souhaite que la guerre perdure. Le Mali est déjà dans sa 13e année ou 14e année de guerre contre le terrorisme. Le Niger également, c'est depuis 2012 que nous sommes dans cette guerre-là. Et je vous dis que, vu la géopolitique internationale, ces genres de guerres asymétriques sont des guerres de longue haleine. Donc, nos pays de l'AES doivent se préparer à cette fin-là, à ce combat-là. C'est un combat noble, mais long. Tous nos chefs d'État l'ont dit dans des discours différents. Alors, si ce combat-là doit être gagné, chaque citoyen doit accepter, au nom de la solidarité nationale, doit consentir à un sacrifice dans son revenu, un sacrifice dans ses biens, un sacrifice dans son temps de travail, son temps de loisir, etc. Oumarou Dodo, nous sommes pris par le temps. Nous allons permettre à Oumarou Yaro de dire un mot et nous allons clôturer ces échanges. Le débat est intéressant.
D'autant plus que nous sommes dans un même espace communautaire que nous avons appelé AES, Alliance des États du Sahel. Je pense que cet espace-là gagnerait à mutualiser les moyens, à mutualiser les efforts, à mutualiser aussi les stratégies pour pouvoir, c'est ce qui se fait déjà au niveau des armées, mais également au niveau des stratégies de mobilisation des fonds. Cet espace-là gagnerait effectivement à mutualiser les moyens et les stratégies afin effectivement de contribuer, comme nous le disons tout à l'heure, à combattre l'insécurité. Soit de demander aux populations de contribuer. On ne dit pas que ça ne joue pas sur leur pouvoir d'achat ou le panier de la ménagère. Mais entre deux mots, on s'est dit qu'il faut choisir le moindre. Entre contribuer financièrement pour avoir la liberté dans le domaine de la sécurité, la liberté pour produire, la liberté pour beaucoup d'autres choses. Je pense que le choix est clair. Et revenant également à la problématique du développement endogène. Le soubassement du développement endogène, c'est la contribution communautaire. Maintenant, cette contribution communautaire doit être canalisée, doit être organisée. Et je pense que ce qui fait qu'il y a des campagnes de sensibilisation, d'information en amont et pendant pour pouvoir effectivement inciter les communautés. Si vraiment elles veulent se prendre en charge, si vraiment elles veulent prendre leur développement en main, il va falloir qu'elles mettent la main dans la poche. Et ces fonds, c'est des fonds de solidarité. C'est la philosophie du nombre. Et quelquefois, même si les gens cotisent 1000 francs, 2000, pour 1 million de personnes, vous voyez que ça devient une grosse cagnotte. Je rappelle quand même aux deux autres pays que nous, ici, si réellement nos gouvernements avaient donné la première, bien évidemment, bonne expérience, sinon si ils avaient été les premiers à donner l'exemple, c'est-à-dire en s'adjugeant une coupe budgétaire énorme, moi, je vous assure que le front qui a eu lieu n'aurait pas eu, bien évidemment, sa raison d'être un. Et deuxièmement, si le taux d'imposition avait été, bien évidemment, bien analysé en fonction de ce que la population gagne. L'autre a fait allusion, bien évidemment, aux déplacés. Imaginez, monsieur, un instant, des gens qui sont aujourd'hui déplacés chez nous, c'est des milliers de gens. Et ces gens-là sont dans les mêmes besoins en termes, bien évidemment, d'envoi d'argent, en termes d'appels téléphoniques aujourd'hui à Bamako. Si on doit également les imposer, bien qu'ils n'ont rien, à un taux de 10%, je vous assure que ce n'est pas aussi facile que ça. Merci Mamadou Sidibé, membre du collectif Touche pas à mon argent, un collectif qui rejette les taxes créées récemment au Mali. Nous étions également avec Oumarou Yaro, il est expert burkinabé en gestion de la performance sociale et financière et analyste des questions de gouvernance économique et sociale. Oumarou Ambali Dodo était également avec nous du Niger, il est macroéconomiste. C'était le débat du mois de mai autour du thème la contribution à l'effort de guerre, quel bilan? Merci à vous de nous avoir suivis, chers auditeurs. Magazine réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Gardez la forme. Salut. Au revoir. Au revoir.